Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le débrief. On ne se le dit pas assez et on s'en aperçoit pas toujours, mais chaque année ce sont des dizaines d'élections qui se tiennent dans le monde, entre présidentielles et législatives, quels que soient les systèmes politiques, quels que soient les continents. Au Maroc, comme ailleurs, on s'intéresse qu'au scrutin des pays qui nous sont proches sur les plans géographiques, politiques, économiques ou même culturels. Et cette année, de ces pays qui nous intéressent et qui organisent les élections, nous en avons un grand nombre. Ces scrutins sont intéressants à plus d'un titre, eu égard au contexte mondial explosif, fait de crise et de guerre, fait de changements d'alliances et aussi de bras de fer. Et avec les élections en Inde, ce sont plus de la moitié de l'humanité, environ 4,1 milliards de personnes qui se dirigeront vers les urnes. En novembre se tiendront donc les élections générales américaines et en mars la présidentielle russe. Les Indiens sont appelés aux urnes en mai et en juin. Ce sont les Européens qui changeront leur Parlement et donc leur Commission. En Ukraine, le scrutin a été reporté et ailleurs aussi, en plus de tous les autres scrutins à date incertaine. Cette année 2024 sera donc l'année où les États renouvelleront leurs dirigeants, désavoués ou renforcés, pour décider de l'état et de la marche du monde. Avec nous, pour commenter cette année électorale 2024, Al Harichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques de l'Université Mondiapolis, c'est bien ça. Merci d'être avec nous. Samir Chokri, bonsoir. Vous êtes président de Omega Center for Economy and Geopolitics Research, excusez l'anglais. Vous êtes aussi écrivain. Merci d'être avec nous pour commenter donc cette année électorale. Pas au Maroc, mais un peu partout dans le monde. Alors, je commence par vous, Samir Chokri, avec les Russes. Donc, le 15 mars, ils voteront. Vladimir Poutine se représente donc pour son 4e mandat. Il sera très certainement réélu parce qu'il n'y a pas de compétiteurs qui dépassent les 5 ou les 6% en intention de vote. Est-ce que vous pensez que ce mandat, contrairement aux 2 autres, voire aux 3 premiers, sera celui d'une rupture définitive avec l'Occident, d'un amarrage à la Chine, ou alors c'est autre chose qui pourrait se dessiner? Parce qu'il n'y a pas qu'en Russie, on en parlera, il y a aussi aux États-Unis les élections. La rupture, non. Certes, il y a pas mal de problèmes avec l'Occident, avec la guerre en Ukraine, depuis février 2022. Donc, ça fait exactement 2 années que ça se déroule sur les frontières russo-ukrainiennes, ce qui a généré bien sûr une pression sur les relations russo-occidentales avec les États-Unis comme chef de file. Mais je ne pense pas qu'il y aurait une rupture, d'autant plus que dans 8 mois, il y aura les élections américaines avec de fortes probabilités sur un retour de Trump. Le cas échéant, toute la donne dans la région pourrait changer avec Trump. Donc, c'est une élection qui s'inscrira dans la continuité. Certes, le contexte général est très particulier avec la guerre. Même certains observateurs qui sont près des Russes, ils s'attendaient même à un report pur et simple des élections en Russie, puisque le pays est dans un état de guerre et l'état d'urgence. Mais Poutine a tenu quand même à ce que ces élections se tiennent à leur rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup de suspense dans ces élections, sinon le taux de participation pour un petit peu évaluer le niveau d'engouement populaire, ce qui pourrait créditer ou discréditer Poutine, ne serait-ce qu'indirectement. Mais vis-à-vis de l'Occident, de façon générale, franchement, moi, je n'attends pas à une révolution de relations entre les 2 parties. Sinon, les choses vont évoluer autrement au niveau plutôt économique, et je pense qu'on va y revenir. Au niveau économique, c'est en train d'évoluer, justement. On en reparlera toujours sur cette question sur les Russes avant d'aller aux États-Unis. Et selon vous, Al Harichi, donc comme je disais en présentation de la question à Samir Chokri, il y a eu 3 mandats. Le 3e est en train d'être achevé. Et il va démarrer très certainement à partir du 15 mars le 4e. Les 2 premiers mandats étaient ceux pas une fusion, mais d'un rapprochement, d'une forme de complicité avec le bloc occidental. Le 3e mandat était déjà un peu plus compliqué parce que c'était un renfermement sur soi, c'est un sentiment de rapprochement non accepté de l'OTAN. Et le 4e mandat est-ce que ça sera véritablement celui de la rupture? Même question, mais présentée autrement.
En fait, je ne pense pas qu'il y aurait une rupture. Parce que la rupture, elle est déjà là, Oui. je pense. Non, la rupture dans le sens de... Une rupture, c'est-à-dire quoi? Aller en guerre, hein, la guerre, il y est déjà. Donc, contre l'Ukraine, l'Occident, de l'autre côté, qui soutient, c'est-à-dire les États-Unis qui soutiennent l'Ukraine et tout l'Occident avec. Si vous parlez de rupture économique, aujourd'hui, l'Europe, elle est toujours dépendante des Russes de par le gaz russe. Donc, il peut y avoir les ruptures, bien sûr, diplomatiques, mais sur le plan économique, la Russie est un État rentier. Après la fin de l'Union soviétique, où il y avait une industrie, elle est plus passée dans une transition vers la rente par rapport au pétrole, par rapport au gaz, et puis par rapport à la diversification d'autres partenaires. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation la Chine. Il ne faut pas oublier qu'en 1969, il y avait la guerre sino-soviétique. Et à partir, c'est-à-dire même avant la fin de la dislocation de l'Union soviétique, même du temps de Gorbatchev, il y a eu la réconciliation en 1989. Et puis, il y a eu, bien sûr, on est passé de la guerre sino-soviétique, ils sont passés au bon voisinage, ils sont passés maintenant même au partenariat stratégique. Donc, il y a une diversification de partenaires de l'autre côté. Mais cela n'empêche pas que la Russie reste avec... Quand vous parlez de l'Occident, c'est-à-dire elle a des relations avec l'Occident, des relations économiques. Aujourd'hui encore, la Russie est le premier fournisseur de gaz. Certes, il y a le gaz qui vient d'autres pays, qui fait le tour du Qatar ou bien des États-Unis. En tous les cas, la Russie reste le premier fournisseur de gaz par rapport aujourd'hui, c'est-à-dire de l'énergie, quand on parle des défis énergétiques par rapport à l'Europe. Donc il n'y aura pas peut-être de rupture, mais il y aura une évolution, je dirais, on attendra, c'est-à-dire les élections aussi des États-Unis qui peuvent peut-être trancher d'une autre manière par rapport à celui-ci, c'est Trump qui arrive, on aura peut-être une autre relation, puisqu'il y a eu un certain rapprochement du temps de Trump avec Poutine. Et juste pour revenir aux élections, les élections passées, c'est-à-dire le jour de l'élection, la Russie fêtait l'annexion de la Crimée, le 18 mars, je pense, 2018. Et il n'y a pas eu de rupture, c'est-à-dire pendant ces 4 ans, il y a eu une guerre qui est arrivée après, mais je ne pense pas qu'il y aura une rupture totale, il y aura toujours une forme de mésentente, mais il y aura toujours des relations économiques avec l'Europe, encore aujourd'hui, au vu de la dépendance énergétique. Sauf que, mes chers amis, vous semblez oublier quelque chose, ou alors vous n'en avez pas parlé. Quand je parle de rupture, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que la politique, il y a aussi le côté personnel. Or, il se trouve que Vladimir Poutine, président de la Russie, fait l'objet d'un mandat de la Cour pénale internationale. Comment vous voyez des relations avec un bloc occidental, alors que la CPI a émis ce mandat, qu'il ne peut pas voyager comme il le veut. Avant d'être président, il est d'abord un être humain. Donc vous ne pensez pas que ça va influer quelque part à partir du moment où il sera reconduit donc, pour ces 6 années? Certainement, ça pose problème sur le plan personnel, sur le plan aussi de statut de l'homme. Mais il faut relativiser. La Cour pénale internationale n'est pas reconnue par un certain nombre d'États et non des moindres. Donc, si aujourd'hui il vise Poutine, c'est derrière qu'il y a de l'influence occidentale. Et on sait que cette Cour a été pas mal de fois manipulée pour des raisons plutôt politiques que d'éthique ou de droits de l'homme. Je ne pense pas que cela perturberait Poutine, un homme qui est aguerri à ce genre d'exercice, qui est très rodé à ce genre de manipulation et de coups bas, puisque si on remonte l'histoire, on sait qu'il émane d'un corps sécuritaire, le KGB, qui a ses pratiques dans les gènes. Donc, cela ne le perturberait guère. Et je pense que sa priorité aujourd'hui, c'est de gagner sa guerre, ou du moins sortir la tête haute, ce que le cabinet de Biden ne voudrait pas du tout, parce que il faut dire que l'administration américaine, elle a un seul objectif aujourd'hui, c'est d'affaiblir la Russie de Poutine,
l'affaiblir tout en pérennisant ce conflit, contrairement aux Européennes qui veulent en finir le plus tôt possible. Je vous sens tous les deux désireux d'arriver rapidement aux États-Unis. On va y arriver aux États-Unis. Mais avant, je voudrais donc avoir votre avis sur ça. Samuel Chaouri pense que ça ne va pas influer sur la politique de Vladimir Poutine, qui en a vu d'autres, comme dit Samuel Chaouri. Oui, mais ça reste quand même un mandat. Oui, mais ça reste quand même un président qui... Enfin, quand le mandat était sorti, je crois il y a un peu moins d'1 an, quelqu'un avait demandé à Peskov, le porte-parole, qui avait répondu sur le ton de la boutade, venez le chercher. Encore faut-il... Comment vous considérez des relations entre des blocs, alors que le patron de l'un des deux blocs, ou un copatron de l'autre bloc, je me comprends, Russie et Chine, est dans cette situation? Est-ce que vous pensez que vraiment ça n'influera pas? D'abord, le président de la Russie aujourd'hui, et peut-être demain, après le 15 mars, se déplace dans plusieurs pays. Il n'a pas de problème. Par rapport à la CPI, donc à la Cour pénale internationale, ce n'est pas par rapport à la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est pour des frappes qui ont touché des enfants. Et puis la Russie, il a plaidé, c'est-à-dire il n'est pas allé à la Cour, comme quoi ce n'était pas les Russes qui étaient responsables de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il peut se déplacer. Maintenant, il peut se déplacer dans d'autres pays. On l'a vu, il s'est déplacé dernièrement donc, dans plusieurs pays. Dans le Golfe, dans d'autres pays. Et bien sûr, il est parti en Chine, mais aussi dans le Golfe, chez des alliés des Américains, chez des partenaires des Américains. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de partenariat. On parle du Grand Sud et des blocs. Il y a une diversification des partenariats avec un réalisme international des intérêts des États. Donc, je ne pense pas que, pour les Russes, d'ailleurs, même au moment de la guerre, les gens vont voter, même s'ils n'étaient pas d'accord, pour celui qui porte le drapeau national. Donc il y a un certain patriotisme. On sait très bien que les Russes sont très patriotes par rapport à la guerre, et surtout quand on parle de la Russie blanche. Mieux encore, c'est depuis toujours, quand on revient à Léon Tolstoï, quand il écrivait guerre et paix, ou plutôt la paix et la guerre. Donc ce sont des gens qui sont aguerris, qui font la guerre et puis qui ont le héros national. Pour eux, aujourd'hui, c'est un héros. Et bien sûr, pour d'autres, ceux qui sont dans l'opposition, c'est pas un héros. Dernière question pour vous deux sur la Russie. Vladimir Poutine donc, sera très certainement réélu, encore une fois, parce qu'il n'a pas tellement de concurrence, dans ses relations avec le Maroc. Je vous rappelle qu'en 2016, il y a eu la signature entre Vladimir Poutine et Sa Majesté le Roi du partenariat stratégique, qu'entre-temps, en juillet dernier, il y a eu un accord entre le Maroc et Rosatom, donc pour l'uranium. Il y a la question des céréales, il y a la question africaine, il y a la question du Sahara où la Russie s'abstient régulièrement. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'elles peuvent évoluer avec les changements qu'il y a actuellement ou stagner, rester telles qu'elles sont? Même pour vous deux, la même. Ça dépend. Qu'est-ce que représentent les intérêts russes dans la région? Il faut dire que quand on parle du rôle de la Russie dans la région, sahélo-ouest africaine, où se trouve justement le conflit du Sahara qui nous intéresse le plus. Et contrairement aux préjugés qui mettent toujours la Russie aux côtés de l'Algérie, il faut rappeler que les rapports entre l'Algérie et la Russie sont spéciaux. Ils sont surtout d'ordre économique. Je dirais même que c'est une relation de client à fournisseur. Client à fournisseur, la Russie, c'est le premier fournisseur d'armes à l'Algérie, et ça s'arrête là. Sur le plan, si on prend par exemple le volet économique, sur le plan investissement, les Russes sont très timides à ce niveau-là. Sur le plan de diplomatie, sur la question du Sahara, les Russes s'abstiennent tout le temps. Donc, ils n'ont jamais utilisé leur droit de veto, alors que les Algériens, ou le pouvoir en Algérie, prétend avoir les Russes comme alliés. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a même un conflit qui ne dit pas son nom entre l'Algérie et la Russie dans la bande du Sahel, et précisément au Mali, puisque le pouvoir en Algérie, il a fait une démarche maladroite en recevant un opposant au régime militaire en place aujourd'hui, ce qui a
attirer les foudres de ce dernier, sachant que sont les alliés de la Russie aujourd'hui. Le pouvoir en place au Mali, c'est les alliés de la Russie. Cette initiative algérienne il s'inscrit dans une démarche française. On dit que c'est une action qui a été peut-être commandée ou recommandée par Paris et que Alger a maladroitement exécuté. Je vais bien le commander, recommander. Oui, et ce qui a irrité Moscou. Il faut pas. Mais c'est je dirais, c'est une crise qui nous dépasse son mot, ou c'est une crise un petit peu camouflée dans la région. Je pense que le nouveau mandat s'inscrira dans la continuité de la politique russe dans la région, c'est-à-dire s'installer davantage, soutenir les nouveaux régimes, notamment dans la bande du Sahel, et pas que. Et le Maroc observe, fidèle à sa diplomatie, qui prend de la sagesse et l'observation plutôt qu'à s'emporter à n'importe quel élément d'actualité. Alors, rebondissons sur ce que dit Samir Chouairi, Ali Harichi. Bon, l'Algérie est bloquée puisque les relations sont pratiquement rompues avec son flanc sud, donc avec le Mali, qu'il ne se passe pas grand-chose chez nos voisins. Le Maroc a donc son prolongement en Afrique, a ses relations avec l'Afrique, a le Sahara et le Maroc, et donc la façade atlantique, et donc le port qui arrive de Dakhla. Est-ce que vous pensez que ça pourrait faire peut-être infléchir? C'est un mandat de 6 ans pour Poutine. Oui, est-ce que vous pensez que ça pourrait, dans l'intervalle, faire fléchir un peu cette position? Oui, je le pense. Sincèrement, je le pense. Bon, juste en parlant du Maroc, la différence entre le Maroc, puisque vous avez parlé du voisin de l'Est, c'est que le Maroc, il a des relations séculaires avec ces États de l'Afrique, avec les États de l'Afrique subsaharienne et surtout avec les États avec la Russie du Sahel. Non, je reviens aussi à la Russie. Donc, le sultan du Maroc échangé avec Catherine II, il y a des correspondances qu'on connaît. Effectivement. Donc, déjà, par rapport à cette région-là, la position du Maroc, avec beaucoup de sagesse, avec une diplomatie assez avenante, et puis une diplomatie qui est séculaire, une diplomatie religieuse. On a des relations avec ces pays, à la différence du voisin de l'Est qui n'avait pas de relations avec ces États-là. Les caravanes partaient de Sijil Messa, et ils partaient à Tombouctou, ils partaient vers le sud, et ils venaient donc le Maroc, il a des relations. Donc aujourd'hui, on ne s'étend pas de la position du Maroc, et quand le Maroc propose aujourd'hui une autre voie à la fois du panatlantisme, c'est-à-dire de l'Atlantique pour ces États enclavés géographiquement, on comprend que ce n'est que la continuité de l'histoire avec de nouveaux chemins. Du commerce donc international ou régional, si vous voulez. Maintenant, en revenant à la Russie, le Maroc, il a une relation avec la Russie très importante. Il est séculaire aussi, mais aussi depuis l'indépendance du Maroc, une relation qui n'est pas, comme vous avez dit, de client à fournisseur, comme le cas de la Russie et de l'Algérie, mais plutôt c'est pas un partenariat, mais bien que, comme vous l'avez évoqué, après la visite de Sa Majesté en Russie... C'est une proximité perfectible. Il y a un partenariat stratégique, il y a économique. En nous échangeant avec la Russie, l'échange économique, c'est presque 3 milliards de dollars. Et ce n'est pas les armes. Par an. On n'a pas boycotté la Russie, on n'a pas appliqué les sanctions. Nous, on exporte des tomates, on exporte de la farine de poisson, on reçoit aussi, on importe du pétrole et du gaz, on importe du blé. Donc, on a une relation, des oranges, on les exporte. C'est le premier pays qui importe les oranges marocaines. Donc, nous avons des relations qui durent depuis 70 ans avec ce pays-là, économique. Et malgré que le Maroc, il était plus avec le plan occidental, il n'a jamais tourné la page au moment où on était dans le pays des non-alignés, des relations assez amicales, si vous voulez, avec l'Union soviétique ou avec la Russie. Maintenant, la différence avec le voisin, parce que la Russie est un fournisseur, et vous avez très bien dit, c'est pour l'Algérie, c'est la main de la France qui opère au niveau du Sahel. Et surtout que la Russie, maintenant, l'armée, ou si vous voulez, on parlait de Wagner, maintenant qui a un peu changé le nom, ils sont présents au Mali, c'est les partenaires des Maliens, et on a vu l'erreur où ils ont reçu Iyad Agrali, donc le chef de l'opposition, chez eux. Donc ça va contre l'accord de l'Alger de 2015. C'est pour cela qui a été dénoncé. Que les Maliens, ils ont dit que c'est pas normal.
Donc voilà. Alors, on traverse la planète, alors on peut passer par l'Arctique, on peut passer par l'Atlantique, on peut passer par le Pacifique. Et on arrive aux États-Unis, donc c'est l'élection de tous les dangers. Vous avez commencé à en parler, mais c'est très difficile lors de l'année où se déroulent les élections aux États-Unis, c'est très difficile d'en faire l'impasse pour quoi qu'il se passe dans le monde économique, de géopolitique, de tout. Donc aux États-Unis, c'est l'élection qu'on peut appeler de tous les dangers. Donc c'est l'élection et aussi des records. C'est la première fois depuis 50 ans, depuis 60 ans, peut-être même 70 ans, qu'il y a le même binôme. C'est la première fois depuis très longtemps où c'est le même duo, le même duel qui va se passer. Mais plus important que ça, c'est l'élection qui suit le 6 janvier 2021. C'est l'élection qui suit cette profonde division qui marque profonde division, plusieurs divisions multisectorielles qui caractérisent les États-Unis. Et il y a beaucoup d'enjeux. Comment vous voyez cette élection qui est à tous les égards inédite et spéciale? Spéciale, comme vous le dites, oui. D'ailleurs, c'est l'élection la plus attendue de par le monde, parce qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, qui restent la première puissance mondiale, que ce soit au niveau économique ou militaire. Donc, très attendu aussi bien par l'Occident que par l'Orient et tout le monde, et notamment par la Russie, les Chinois, qui sont les rivaux historiques. Donc, comme on le suit depuis plusieurs semaines, ce sera des élections très tendues cette fois-ci, avec des démocrates qui sont rangés derrière un Biden affaibli par des soucis de santé et des républicains qui sont quelque peu dispersés quand même. Hein. Ils ne sont, contrairement aux démocrates, les républicains ne sont pas tous derrière Trump. Il y a des, je dirais, des courants au sein des républicains qui expriment certaines réticences à l'égard d'un ancien président. Un rejet oui, parfois pour... Mais sur le terrain, l'homme est en phase de gagner ses primaires. Et il se positionne bien. Je dirais qu'il est même en pole position par rapport à ses adversaires du parti. Il est très loin. Donc tout le monde s'attend à un deuxième duel Trump-Biden. Qui l'emportera? Comme vous le savez, les élections américaines présentent toujours cette spécificité d'être impactées par l'actualité. Donc, il faut attendre jusqu'aux dernières semaines. Il peut y avoir toujours des chamboulements. Si les élections allaient se passer la semaine prochaine, l'actualité, par exemple, au Proche-Orient, comme certains soucis de santé qui ont été révélés aujourd'hui même par la presse américaine à propos de Biden, pourrait avantager Trump, si c'était demain. Mais d'ici le mois d'octobre, il reste encore 8 mois, tout peut se passer. 8 mois, c'est vrai que 8 mois pour deux personnes, l'un âgé de 81 ans et l'autre de 77 ans, 8 mois, ça fait quand même beaucoup. Après, ils se rejoignent, c'est des problèmes, c'est les ennuis de santé de Biden qui commencent à être rapportés par la presse américaine, mais c'est aussi les ennuis judiciaires de Trump. Oui, tout à fait. Par rapport au président sortant Biden, c'est vrai qu'il y a les ennuis de santé, qu'il y a des révélations dans la presse américaine, que sur un problème, on parle de sénilité, qui sont évoqués, des oublis. Donc ça constitue quand même une faiblesse, une fragilité pour le président Biden. Par rapport à Trump, effectivement, il y a le souci juridique ou judiciaire, étant donné que il est porté contre l'inéligibilité de Trump au vu de ce qui s'est passé au Capitole, après les élections passées. Et selon il faut que ce soit la justice qui se prononce. Alors, bien sûr, c'est la Cour suprême qui va se prononcer. Je pense qu'il va se prononcer incessamment. La Cour suprême sur est-ce que le 14e amendement de la Constitution américaine puisque c'est une décision qui revient à 1868 lors de la guerre de sécession, c'est-à-dire que toute personne qui a le pouvoir dans un État, c'est-à-dire le président, ne peut pas
porter atteinte à l'institution, aux institutions américaines. Ça, c'est le 14e amendement donc, de la Constitution. Mais je pense que la Cour suprême américaine va se prononcer, c'est-à-dire il va rejeter, c'est le rejet, puisque c'est les avocats de Trump, c'est le rejet de cette accusation sur la base du 14e amendement de la Constitution. De toutes les façons, je parle sous votre contrôle. Le fait même, dit-on, que d'être en prison aux États-Unis ne vous empêche pas d'être candidat. Oui, donc même s'il est jugé et condamné, il va se présenter. Donc on aura Trump. C'est une possibilité. Maintenant, c'est le 14e amendement. Il ne parle pas de la prison. Il parle exactement, il exclut les plus hautes fonctions publiques. Quiconque serait livré à des actes de rébellion après avoir prêté serment de défendre la Constitution. Cela a été appliqué contre les sudistes quand il y a eu, c'est-à-dire entre la guerre de sécession entre 1861 et 1865. Et c'est ce qu'invoquent, c'est-à-dire ceux qui sont les rivaux de Trump. Mais le rejet est de... Entre la rébellion d'une guerre de sécession qui a fait des centaines de milliers de morts, voire des millions, exactement. Et des émeutes au Capitole, quoique grave, c'est pas pareil. Assimiler la même chose qui s'est passée au Capitole. Est-ce qu'il est responsable? Les avocats de Trump le défendent bien. On connaît très bien les avocats aux États-Unis, surtout quand il s'agit d'un président. Ils savent très bien, je ne dirais pas manier la justice, mais défendre celui qui leur a donné, donc, enfin, leur client, si vous voulez. Maintenant, en revenant sur les élections américaines, il y a ce côté-là, mais il y a un autre côté. Il y a un clivage. Aux États-Unis, aujourd'hui, on parle d'un certain clivage entre deux États-Unis, deux Amériques. Une Amérique conservatrice et une Amérique plus libérale. Bien que même les démocrates, aujourd'hui, commencent à être, je vais dire, plus ou moins conservateurs avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la vision du monde. Mais quand on voit les élections du mi-terme de 2022, il ne faut pas oublier que les républicains ont gagné des places au niveau donc, du Congrès. Les chiffres, ils sont passés, je pense, de 213 à 222 et les démocrates ont perdu. Ça, c'était un indicateur. Non, celui qui tient la Maison-Blanche, en général, est sanctionné dans les élections à mi-terme. Mais ça a joué beaucoup sur des variables de sociologie électorale, sur la religion. C'est-à-dire quand on voit comment votent les Américains, les républicains et les démocrates. Si on prend la chrétienté, il y a, par exemple, les républicains, 67% des républicains, ils vont voter parce que le représentant va porter plus la religion. La même chose pour les démocrates, c'est que 29%. Ils sont plus pour la laïcisation. Il y a d'autres variables sur le LGBT, sur l'avortement, qui sont quand même un clivage entre les deux Amériques. Je pense que ce ne sont pas que les Américains qui sont divisés entre les deux candidats. Les Européens aussi sont divisés entre une partie d'Européens qui redoutent le retour d'un Trump qui reste imprévisible à leurs yeux, mais il est, je dirais... C'est plutôt l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Oui. Pologne et tout ce qui est ancienne Europe de l'Est, qui demandent le parapluie OTAN. Tout à fait, mais il y a une autre partie d'Européens qui s'attendent à ce que, et qui croient que seul un Trump pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine. C'est le seul qui pourrait siffler la fin de la récréation parce qu'il a un pouvoir, je ne dirais pas un pouvoir sur Poutine, mais il a de meilleurs rapports et de contacts plus fluides avec l'homme. Et c'est lui le seul qui pourrait garantir à Poutine une sortie avec les honneurs. Ce que ne veulent pas le clan de Biden et les Occidentaux. Ils veulent gagner la guerre et mater Poutine, ce qui conduit à un statu quo qui risque de perdurer. Seul Trump, à mon avis, pourrait arrêter cette guerre qui porte un préjudice pour tout le monde, et la Russie et les Européens. Oh, pour tout le monde, le monde entier, au niveau des céréales, au niveau des prix des hydrocarbures. En fait, Poutine et Trump, même s'ils ont des passés différents, sont un peu le même genre d'hommes. D'ailleurs, Trump l'a dit lors d'une de ses récentes prises de parole. Je vois Poutine, je lui dis, écoute mon gars, tu fais pas ça parce que sinon, etc., etc. Exactement. Voilà, c'est des discussions qui sont claires, qui sont cash, des discussions que Poutine comprend. En le langage plus complexe de Biden ou de Blinken est peut-être... Alors, la question qui nous intéresse, donc, relation des Américains, quel que soit le vainqueur, et le Maroc. On rappelle
s'il est besoin de le rappeler, que quelques semaines avant son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump avait signé une proclamation présidentielle reconnaissant donc le Sahara, qui avait été reconduite donc par Biden, qu'on le veuille ou pas, même si beaucoup de choses ont été dites. On dit traditionnellement le Maroc a de meilleures relations avec les Républicains, mais on voit notre ministre des Affaires étrangères pratiquement à tu à toi, ça existe en anglais, avec son correspondant américain, Blinken, et c'est les Tony par là, et c'est les Nassad par là. Comment vous voyez les choses? Je commence par vous. Comment vous voyez les choses sur ça? Non, mais je crois que les choses, l'issue de ce scrutin sera différente pour le Maroc. Moi, je pense, et je le pense fermement, que avec une réélection de Poutine, plutôt de Trump, les choses iraient mieux pour notre première cause nationale qu'avec l'administration de Biden. Biden qui, dès qu'elle a pris le pouvoir, il n'a pas reconduit clairement, non, il n'a pas reconduit explicitement la position de Trump. Il n'a pas non plus dit le contraire. Il est resté sur une zone grise, ce que refute le Maroc pour le monde entier. Vous savez, le prisme du Sahara, le fameux prisme du Sahara est aujourd'hui... Dont avait parlé le roi Mohamed VI, effectivement. Oui, est aujourd'hui une ligne directrice de la politique de la diplomatie marocaine en matière du Sahara. Je pense, avec Trump, il va tenir sa parole, il reviendrait sur cette affaire et c'est le seul homme qui pourrait mettre aussi fin à cette question qui n'a que trop duré et qui n'a que trop duré justement, comme a dit l'ambassadrice des États-Unis à Alger, au ministre des Affaires étrangères algérien il y a 2 jours, et lui a dit que cette affaire a trop duré, il va falloir trouver une issue politique. Mais cette sortie, il serait beaucoup plus fluide avec les républicains qu'avec les démocrates qui essayent d'arranger d'abord leurs intérêts en évitant de froisser les 2 parties. Et ça n'arrange pas le Maroc. Encore une fois, Donald Trump a un discours qui est cash. Ali Harichi, les relations avec le Maroc, elles sont au beau fixe, hein, comme on le sait, on est les premiers à avoir reconnu, etc. Donc elles sont au beau fixe. Mais enfin bon. Et même le président actuel, quand il était vice-président d'Obama, quand il était à Marrakech lors de l'organisation de la COP 22, il avait dit, voilà, le Maroc est le premier pays à avoir reconnu les États-Unis. Comme tous les présidents des États-Unis le disent, ceux que nous avons connus, donc Obama et les autres. Maintenant, la position avec les républicains, elle est différente. Effectivement, elle est différente, puisque d'abord, Trump, il les cache, c'est très bien, donc il dit les choses, il fait les choses avant sa sortie. Il a signé donc la reconnaissance de la marocanité du Sahara, enfin de la reconnaissance de la légitimité qui est historique et qui est juridique donc du Sahara marocain. L'administration Biden, il n'a ni infirmé ni confirmé, mais il n'a pas, c'est-à-dire il ne s'est pas inscrite à contrario de ce qu'avait décidé donc Trump avant la fin de son mandat. Alors aujourd'hui, est-ce que le Maroc a toujours gardé de très bonnes relations, même avec l'administration Biden? On a vu qu'ils étaient beaucoup plus proches du Maroc que de l'Algérie, que ce soit si on voit juste les congrès qui ont été, ou les conférences internationales des Nations Unies qui ont été organisées au Maroc avec les Américains, que ce soit par rapport à la lutte contre Daesh, les conférences, c'est-à-dire où le Maroc est présent, où il y a le soutien des États-Unis, et puis c'est eux qui, pour le Conseil de sécurité, la résolution, c'est eux qui portent, voilà, les penholders qui rédigent et qui sont toujours en faveur du Maroc. Contrairement parfois avec l'époque Obama, ils étaient avec le Maroc, mais il y avait quand même, là les démocrates, ils étaient beaucoup plus à la recherche d'autres solutions. Maintenant, les élections, quelles que ce soit républicain ou démocrate, les relations resteront au beau fixe avec le Maroc, le Sahara restera toujours dans son Maroc, et les Américains vont encore reconnaître, et je pense avec Trump, ça sera encore beaucoup plus clair. C'est vrai qu'il s'est passé un certain nombre de choses depuis quelques mois. On se rappelle de la déclaration de l'ambassadeur français
à l'ONU, il faut avancer. On se rappelle de la prise de parole, enfin de ce qu'avait dit le sous-secrétaire d'État américain quand il était à Alger. Il faut avancer, nous allons utiliser toute notre influence. Le monde avance, donc je suppose que le monde va avancer sur cette question-là. Entre-temps, nous, on avance. Oui, c'est clair. Nous, on avance chez nous. Ok, donc là, on est d'accord. Allez, on passe à l'Europe. Donc 2016, Brexit. Le Royaume-Uni s'en va. Et puis 2022, donc 2019, première élection après le Brexit. 2022, donc c'est la guerre sur le territoire européen. Et puis c'est le Covid et c'est un certain nombre de choses qui se présentent. Et puis là maintenant, il y a ces élections européennes. Alors les enjeux, c'est Chambry, et il y en a pléthore. Alors c'est la Russie et l'Ukraine, c'est la sécurité énergétique. Donc on sait qu'on va acheter notre fameux gaz, sachant que les Américains sont plutôt réticents à le faire. Il faut qu'ils fassent le tour du monde. Donc on passe sur la question climatique. Le nucléaire, certains veulent sortir du nucléaire, certains entrent dans le nucléaire ou renforcent le nucléaire comme les Français. La fameuse question migratoire, donc identitarisme, nationalisme, fermeture, la question agricole. Comment vous voyez donc ces élections en Europe et aussi en ce qui nous concerne, parce qu'on n'est quand même pas très loin. Ouais. Bon, les Européens prennent le train des élections dans quelques mois, dans une situation de faiblesse par rapport à cette guerre qui se trouve en plein territoire européen. La première depuis 25 ans, celle qui était en Yougoslavie, donc la première guerre après la Yougoslavie qui se trouve en terre européenne, c'est là. C'est la première fois aussi qu'un pays européen souverain qui est attaqué dans cette zone géographique sans que les Européens ou l'Union européenne en particulier puissent avoir une position qui a une influence directe sur ce conflit. Les Européens ont toujours la faiblesse d'être des suiveurs des États-Unis. Il le reste toujours. Et ça représente un complexe chez nos amis européens qui n'est pas prêt d'être décortiqué dans les prochains mois. Donc ils entrent à ces élections dans une situation plus de faiblesse que celle en 2019. Et puis ils sont divisés aussi sur des questions internes comme l'immigration. Aujourd'hui, l'élargissement de l'Union européenne, par exemple, elle a affaibli davantage cette union que de la consolider, parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels les affinités culturelles diffèrent entre des pays de l'Est et des pays de l'Occident. Aujourd'hui, rien ne met une Hongrie qui est de plus en plus hostile à des décisions de l'Union européenne, rien ne met en harmonie ce pays avec la France, par exemple, l'Irlande ou l'Allemagne, oui. notamment sur cette question d'immigration et même cette question d'Ukraine. Et on était même au bord d'un conflit entre la Pologne et l'Ukraine en pleine crise et guerre ukrainienne. Donc, l'Europe, il est affaiblie par beaucoup de problèmes et les pays piliers, comme l'Allemagne et la France, chacun a ses propres problèmes internes. Intérêt aussi. La France est beaucoup plus affaiblie que l'Allemagne, qui fait cavalier seul quand même dans l'Union européenne, donc qui profite le plus de la sortie de la Grande-Bretagne, de l'affaiblissement sur plusieurs fronts internes de la France et sur le plan économique. Parfois, l'Allemagne prend des décisions qui ne sont même pas appréciées par son premier allié, qui est la France. Je pense que les Européens ne sont pas au bout fixe en cette année 2024, 2 années après la guerre de l'Ukraine. C'est une autre année qui sera encore difficile pour cette union. Et puisque c'est notre premier partenaire, malheureusement, il y aura un impact négatif sur l'économie marocaine, puisque l'Union européenne n'arrive pas à sortir la tête de l'eau sur le plan économique. Et tant que la diversification des partenaires marocains n'arrive pas à grignoter des parts de marché conséquentes qui puissent réduire la dépendance vis-à-vis de l'Union européenne,
on va sentir cette faiblesse européenne sur notre économie nationale. Alors, Ali, oui, effectivement. Ali Harichi, c'est un géant aux pieds d'argile, ou comme le disaient nos amis chinois, un tigre en papier, d'après ce qu'on voit. Alors, vous avez, ça a été bien décrit par Samir Chawri, donc un couple franco-allemand qui est plutôt haletant ou octeux, une Espagne un peu plus en empathie avec le reste du monde, l'Italie qui est à l'extrême droite, les Français qui sont dans une sorte de crise interne, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir, la Pologne résolument USA, la Grèce en convalescence, etc. Ça fait une Europe qui est un peu éclatée et qui se retrouve à Bruxelles. En même temps, vous avez les 400 millions enfin les 400 millions, les votants, les électeurs européens qui vont aller voter. D'après vous, il en sortira quoi? Bon, d'abord, effectivement, il y a une fragilité au niveau de l'Europe. Ça, et la fragilité de la dépendance de l'Europe, à un certain moment de l'Occident, des États-Unis, et aussi de la dépendance énergétique par rapport à la Russie. Et on a vu cette fragilité en 2008-2009 lors de la crise financière qui a rapidement touché l'Europe, c'est-à-dire qui a touché les États-Unis et puis il a touché l'Europe. Et on a vu la fragilité de l'Europe surtout au moment de la pandémie. Au moment de la pandémie, on a vu une Europe presque disloquée, une Europe en rupture avec cette union et cette imaginée par Schuman, et une Europe qui avait qui n'appliquait même pas les articles de la charte, l'article 5 de la subsidiarité, qui devait prendre en charge les pays qui avaient des problèmes, c'est-à-dire au moment de la pandémie. Et la fragilité, on la voit après la guerre russo-ukrainienne, la dépendance énergétique, elle est très importante. L'Europe dépend énergétiquement de la Russie, et ils sont contre la Russie, mais ils en dépendent. Donc voilà une fragilité. Alors, ça, c'est sur le plan géopolitique. Mais sur le plan interne, effectivement, il y a de nouvelles générations au niveau de l'Europe. Il y a plusieurs défis. Il y a le défi migratoire, il y a le défi de l'économique aussi, même s'il y a 16 milliards ou trilliards de dollars, c'est-à-dire deuxième économie, trillions de dollars, donc troisième économie, bien sûr regroupée après la Chine. Ça ne veut pas dire que l'Europe est dans l'aisance. L'Europe, elle a des problèmes, et surtout quand on voit ces nouveaux, c'est-à-dire les élections qu'il y a eu en Europe. C'est la droite et l'extrême droite qui prend la place. Donc quand on parle de ça, on parle de défi migratoire, une autre vision de la migration, une autre vision des relations de l'Europe avec les États-Unis et avec la Russie. Lorsqu'on sait la droite, ou l'extrême droite, ils sont plus du côté des Russes que peut-être que des Américains. Ils sont avec les Américains, mais on l'a vu d'ailleurs au début de la guerre, quelle était leur position. Ils condamnaient, mais d'une manière, oui, on condamnait, mais ce n'est pas une condamnation claire et nette. Ça, on l'a vu au début. Maintenant, par rapport au Maroc, moi je pense qu'avec le Maroc, l'Europe, ou les relations que nous avons depuis 1969, depuis ce qu'on appelait les accords de première génération jusqu'au statut avancé en 2008, je ne pense pas qu'il va y avoir une forme de problématiques qui peuvent être posées. Pourquoi? Parce que entre le Maroc et l'Union européenne, nous partageons beaucoup de défis. Nous partageons les défis sécuritaires, nous partageons les défis migratoires. Et puis par rapport à quand on est le statut avancé, on est le seul pays en Afrique qui a le statut avancé avec l'Europe. L'Europe a intérêt avec le Maroc et le Maroc a intérêt avec l'Europe en tant qu'entité. Et on a vu, c'est-à-dire même quand il y a eu des problèmes au niveau du Parlement européen qui ne pèsent pas sur cette institution de l'Union européenne comme la Commission et le Conseil, on avait vu par exemple la visite du haut représentant, donc c'est-à-dire ministre des Affaires étrangères européen, mais c'est le haut représentant qui, quand il est arrivé au Maroc, on parlait d'une aide de 500 millions d'euros par rapport à plusieurs chantiers au Maroc. Ça s'est passé là, c'est-à-dire l'année dernière, puisqu'on est en 2024, il y a 9 ou 10 mois. Donc la relation avec l'Europe, elle est là, parce qu'on a tellement de défis que nous partageons et beaucoup d'intérêts aussi de part et d'autre. Donc je ne pense pas qu'il y aurait, même s'il y a la droite qui arrive au niveau ou l'extrême droite, les intérêts avec le Maroc seront toujours là, parce que le Maroc, il est crédible par rapport, quel que soit celui qui arrive, et il a un prisme qu'il a posé. C'est la question du Sahara marocain. C'est ce que je voulais vous dire en attendant que vous terminiez. Il s'agit qu'ils comprennent cette question de prisme
On est voisins, donc on est condamnés par la géographie et par l'histoire aussi à traiter ensemble. Mais enfin, il faut qu'il y ait le cœur aussi pour traiter ensemble. Et pour qu'il y ait le cœur, il faut que la notion de prisme soit comprise maintenant. L'Union européenne, mais très rapidement, parce qu'on a encore l'Afrique du Sud à visiter, entre guillemets, très rapidement, l'Europe, Samir Chokri, a des ennuis avec ses voisins, ennuis avec les Russes, c'est le moins qu'on puisse dire, ennuis à l'Est avec la Turquie, c'est pas les meilleures relations, ennuis à l'Ouest avec le Royaume-Uni qui est parti, qui est quitté, ennuis au Sud avec le Maroc qui n'accepte pas trop la manière de donner des leçons de l'Europe. C'est congénital chez eux ou... Comme je disais tout à l'heure, oui, c'est une situation de vulnérabilité que vit l'Europe. Et moi, je pense que c'est une question qui va davantage être accentuée avec le conflit en Ukraine. Moi, je pense que l'Europe il sortira de ce conflit encore plus affaiblie, puisque ce conflit n'arrange que les affaires des États-Unis, qui est loin du conflit et qui a un objectif principal, affaiblir la Russie, tout en, je le dirais entre guillemets, tout en se fichant de ce qui se passera sur les terres européennes. Donc l'Europe n'est pas seulement affaiblie de ces questions dont tu viens de parler, mais aussi par une géopolitique hostile et surtout une montée en puissance de l'extrême droite qui risque d'aggraver ces ennuis. Alors, on va passer, il nous reste une petite poignée de minutes, 6 minutes. Je commence par vous, Ali Harichi, l'Afrique du Sud. Donc, Cyril Ramaphosa remet son mandat en jeu. Il a été élu donc en 2018, après le départ mouvementé de Jacob Zuma. Et là, pour ces élections qui arrivent, il a demandé aux électeurs ne regardez pas de trop près ce qui s'est passé sur ces 5 dernières années, mais comparez l'Afrique du Sud à ce qu'elle fut en 1994, c'est-à-dire il y a 30 ans. C'est-à-dire, ne regardez pas trop. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Oui, il a dit ça. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est une démographie galopante, un chômage de 32%, un chômage qui est en train d'augmenter, une criminalité, bien entendu, une relation aux migrants qui est absolument déplorable. Et l'ANC, donc le parti mythique de Cyril Ramaphosa, mythique parce que c'était celui de Nelson Mandela, risque de, pour la première fois de son histoire, de descendre à 50%. Quels sont les enjeux de cette élection? Comment se porte l'Afrique du Sud? Vous avez exactement 2 minutes et demie. Désolé pour... C'est juste que c'est regrettable pour le parti de Nelson Mandela qu'il en soit arrivé ainsi à ce qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud, où ce parti, avec tout ce qu'il y a eu, avec toutes les... Vous en avez parlé, vous disiez, ne regardez pas ce qui s'est passé pendant ces 5 ans, il faut dire, ne regardez pas ce qui s'est passé pendant ces 20 ans ou ces 30 ans. Parce que un État qui vivait dans l'apartheid et qui s'est libéré normalement, qui devait être à Lima, exploser et aller réguler des conflits. Malheureusement, l'Afrique du Sud se mêle d'autres conflits en dehors des siens et ne se mêle pas réellement de sa politique intérieure. Et au niveau de l'ANC, on a eu beaucoup de déboires, d'ailleurs, de ceux qui ont fait l'ANC, c'est-à-dire ce parti de Mandela. Aujourd'hui, que ce soit le taux de chômage, que ce soit la criminalité, c'est la démonstration qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance, au niveau de ce pays-là. Et je pense que ce problème de gouvernance va donner des résultats. On espère qu'il y aura des élections normales, des résultats qui seront à l'encontre de celui qui est c'est-à-dire le président sortant. En général, c'est dans la violence que ça se passe. Et que ça ne va pas vers quelque chose de guerre civile ou de problème. Samir Chokri, on avait travaillé, vous et moi, une fois sur l'Afrique du Sud, on connaît bien ce pays. C'est facile pour Ramaphosa de dire revenez sur les 30 ans pour avoir une appréciation réelle sur la situation. Excusez-moi, je vous coupe juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. De 94-95, quand Nelson Mandela était président, jusqu'en 2002-2003, ce pays a véritablement explosé sur le plan économique, sur le plan géopolitique, sur le plan tout ce qu'on veut. Et puis à partir de 2002-2003, là, il a commencé à plutôt imploser en interne avec Thabo Mbeki, Jacob Zuma.
c'est normal qu'il y ait eu cet élan de développement au lendemain de la fin de l'apartheid, puisque c'était un pays vierge et qui présentait beaucoup de marges d'évolution et de croissance économique. Mais pendant les 10 dernières années, l'économie du pays s'est essoufflée. On l'a senti quand il a été dépassé par le Nigeria. Et aujourd'hui, il est même dépassé par l'Égypte. Donc, il passe de première économie en Afrique à la 3e économie dans le continent. Et sur le plan interne, il y a des dysfonctionnements énormes, notamment une division flagrante dans la répartition des richesses du pays. Il y a une classe qui est très riche, et il y a des populations ou une classe qui est très, très pauvre. La pauvreté, elle est en train de passer à des niveaux très alarmants. Aujourd'hui, mais globalement... Je crois qu'ils ont l'indice de Gini le plus mauvais du monde, celui qui mesure la précarité et la pauvreté. Le plus mauvais, l'un des plus mauvais au monde. Je ne sais pas par rapport à cet indice, mais globalement, le pays ne se porte pas bien aujourd'hui. Mais cela ne devrait pas inquiéter l'ANC pour remporter les élections, puisque même si tu dis qu'ils vont descendre au-delà de 50%, parce qu'ils n'ont pas un rival qui est très fort. Il y a plusieurs partis qui se répartissent l'opposition, et ce qui fait leur faiblesse. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude par l'ANC, et quoique le bilan de Ramaphosa est très décrié. Très, très décrié, très discutable. Mais bon, le fait qu'ils soient à moins de 50% les oblige à se coaliser. Et donc, se coaliser, ils vont peut-être revoir les choses d'une autre manière. Il reste, comme vous le savez, énormément d'élections qui vont se tenir cette année, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, enfin sur tous les continents. J'ai oublié les Américains, c'est tout ce qui reste. Enfin, l'Amérique du Sud aussi, que ce soit législative ou municipale. Donc, c'est une année véritablement une super année électorale, comme c'était écrit là. Ali El-Harichi, merci d'avoir été avec nous. Samir Chokri, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.